Bienvenue dans Equity 101, le podcast pour comprendre le b.a.-ba du capital risque. Je m'appelle Alexis Ménard, je suis investisseur chez Go Capital et mon objectif est de partager avec vous tous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour comprendre le capital risque et le financement des startups. Pour cela, j'interviewe toutes les semaines des entrepreneurs qui ont créé des boîtes incroyables et les investisseurs VC qui les financent. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Equity 101. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format, un hors-série. Alors, le principe du hors-série Equity 101, c'est assez simple. On réunit une fois par mois un investisseur, VC, et un entrepreneur pour discuter, échanger, confronter les points de vue et aller plus loin sur un sujet donné. Alors, je serai pas seul pour animer le débat et la discussion. J'ai la chance d'avoir un co-host de luxe qui va m'accompagner dans les épisodes hors-série. C'est Julien Petit. Salut Julien. Salut, bonjour à tous. Alors bienvenue, et certains connaissent peut-être déjà Julien, il était notamment mon invité de l'épisode 13 du podcast, Comment devenir VC compatible. Alors Julien, c'est un préparateur de start-up. Concrètement, il coach et il prépare les startups à mieux comprendre le monde du VC et de l'investissement et à être meilleur, dans les meilleures conditions pour lever auprès des meilleurs investisseurs. Donc vous pouvez retrouver plein d'infos complémentaires sur ce qu'il fait, soit sur son site mighty9.co, soit via sa newsletter qui s'appelle The VC Insider. D'ailleurs, super quali, bravo Julien, et je vous mettrai bien entendu tous les liens dans la description de l'épisode. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui dans ce premier hors-série? On a choisi un sujet qui va parler, je pense, à beaucoup de startups post-amorçage. C'est le sujet de l'internationalisation aux US quand on est une startup tech digitale et qu'on a démarré en France. Et donc, pour échanger sur le sujet, on est ravis d'accueillir deux super profils. Julien, je vais te laisser nous les présenter. Avec plaisir. Donc, on a Benjamin Zenou, qui est le fondateur de Simplifield. Et donc, là, Benjamin, en fait, est un profil qui est international depuis ses études. Il a étudié le marketing, le project management. Donc, il a fait ses classes chez Accor à New York. Et donc là, en ce moment, donc il habite à New York. Et on va parler de tout ça. Mais donc, en 2006, il a déjà fait une expérience à New York. Et ensuite, il est allé à Séoul. Donc, quand je dis un profil international, cette personne voyage. Puis, il est retourné à Paris pour travailler avec MyBestPro pendant 4 ans pour, en 2013, lancer Simplifield et qui l'a conduit jusqu'à maintenant sur une belle trajectoire. Et donc, depuis à peu près 1 an et demi, il est à New York pour cette expansion internationale. Et d'après Romain Vidal, c'est une rockstar. Voilà, je cite ce que me dit Romain Vidal de chez Caporn. Et puis, le deuxième invité est Reza Malekzadeh, qui est partenaire chez Partech depuis à peu près 5 ans. Reda est arrivé à San Francisco environ en 1996. Il a eu différents postes, dont Product Manager, pour ensuite être directeur marketing chez VMware, pour ensuite créer une start-up donc aux États-Unis qui, après quelques années, a été rachetée par Cisco. Donc, il est resté chez Cisco pendant à peu près 2 ans. Pour ensuite se lancer dans l'investissement et puis petit à petit rejoindre Partech. Il a permis à Platform SH, à Betesti et à Keneo de pouvoir faire le move aux États-Unis. C'est un expert du go-to-market, l'expert VC français aux États-Unis. Donc voilà, on est super ravis de les accueillir et de débattre avec eux. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci encore de nous faire le plaisir d'être là aujourd'hui. Moi, j'ai une première question pour démarrer sur le sujet. Quand on est une boîte tech française, c'est-à-dire qu'on a démarré en France, est-ce qu'il faut forcément passer par les US dans sa stratégie de déploiement international? Est-ce que ça doit être finalement le premier pays où vous se déployez après la France, ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par d'autres pays européens ou l'Asie, par exemple? Comment regarder ce sujet-là et comment on peut répondre à cette question-là? Peut-être que Reza, est-ce que tu peux, comment tu regardes ce sujet? D'abord, bonjour tout le monde. Merci de me permettre de participer ici à la conversation. De mon point de vue, en fait, je vais faire une réponse de Normand. En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que la boîte de tech fait et les marchés qu'elle veut adresser. Dans le monde dans lequel moi j'évolue le plus, qui est l'enterprise software, il y a une réalité qui est que plus de 40% des budgets IT spend sont aux États-Unis. Donc, quand on est une boîte qui démarre en France, eh bien, en fait, il y a à peu près 20% des budgets adressables en Europe, dans une géographie qui est quand même un petit peu fragmentée, utilise différentes langues, différents systèmes juridiques et parfois plusieurs devises. Et de l'autre côté, il y a le double de budget IT disponible dans une langue, un système juridique et un seul pays.
Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus naturel, je dirais, de regarder les États-Unis comme next step de développement. Peut-être que c'est un petit peu plus difficile d'aller aux États-Unis qu'en Allemagne, mais l'opportunité de marché est bien plus grande. Donc, moi, je ferai attention à ce que la boîte veut faire, le marché sur lequel elle se positionne. Les États-Unis, c'est pas la réponse à tout, mais dans des domaines où la dépense IT est là, c'est clairement une opportunité de marché très, très importante. Et c'était historiquement les Israéliens qui l'ont le mieux compris, qui gardaient leur R&D en Israël et très, très vite allaient vendre leurs solutions d'enterprise software, de cybersécurité aux États-Unis avec un marché adressable bien, bien plus important que le leur. Et toi, Benjamin, comment t'as pris cette question-là finalement? Parce que il me semble que vous aviez la question, elle s'est posée et elle n'était pas forcément évidente. Vous avez fait un choix. C'était quoi un peu la réflexion que tu avais toi quand il y a 2 ans? Nous, on est donc merci aussi de me recevoir. Je rejoins Reza. Nous, on est dans l'enterprise software aussi, mais en vertical puisqu'on vend principalement à des gros retailers et des grosses marques. Et on a beaucoup de clients aussi qui sont globaux. Donc, on est obligé de se positionner sur des zones pour pouvoir répondre en fait à leurs attentes. Les questions qu'on s'est posées, c'est effectivement, est-ce que on continue à pousser sur ce marché européen avec l'Allemagne qui était une option, l'Espagne, l'Angleterre, mais on a également regardé l'Asie. Et c'est vrai que au final, entre l'Asie, l'Angleterre et les US, dans notre choix, l'Asie, on avait trop de différences culturelles et pas du tout de premier pas, mais sur ce marché-là, donc ça nous paraissait compliqué. Les UK, c'est un marché qui est pas beaucoup plus gros que le marché français, mais qui coûte aussi cher que le marché US. Donc techniquement, entre le potentiel de marché, l'accès aussi à un écosystème qui était mûr et nos clients qui nous poussaient à aller sur l'international, les US sont apparus comme une évidence. Mais je rejoins Reza, ça dépend vraiment du potentiel du marché, de la différenciation de son produit, et puis de la profondeur aussi qu'on peut trouver sur les différents marchés européens, parce qu'il y a plein de boîtes sur d'autres types de business, comme du SMB par exemple, qui se développe super bien en Europe, où il y a largement de quoi faire pour faire une super success story. Et quand est-ce qu'on commence alors à préparer ce sujet-là, le sujet de l'international dans la boîte? Est-ce que c'est finalement au moment du seed, au moment de la série A? Quel doit être le trigger pour se dire il faut le préparer maintenant, il faut avancer sur ce sujet-là? Comment savoir si c'est pas trop tôt ou pas trop tard? Parce que je discutais avec des entreprises, notamment iAdvise que j'ai interviewé dans le podcast aussi, qui disaient nous la stratégie de déploiement international, on l'a prise trop tard et ça a été compliqué à mettre en place. Donc quand est-ce qu'on sait le bon moment pour se lancer dans cette aventure? Je vais commencer là-dessus juste parce que Jérémy Beribi chez Kima Venture à l'époque, qui avait investi chez nous en 2013 et qui avait vu notre deck en français, notre site en français, m'avait déjà dit c'est global d'entrée de jeu, quoi. Il faut tout de suite prendre ce contexte de dire le modèle SaaS, le modèle enterprise peut te permettre d'aller très vite à l'international, mais tu dois te mettre dans le mindset en tant qu'entrepreneur que c'est quelque chose qui va faire partie de l'ADN de l'entreprise. Même si tu le fais pas tout de suite, il faut le prendre très très tôt en compte, notamment sur l'image de l'entreprise. J'ai entendu Founders récemment qui disaient qu'ils incorporaient beaucoup de leurs entreprises directement aux US depuis le début. Donc en fait, très très tôt, les conseils que j'ai eus, c'est pense global pour commencer en fait à petit préparer l'entreprise. Donc en fait, ça arrivait très très tôt pour nous chez Simplified. Et ça veut dire quoi concrètement être global dès le jour 1? Tu disais ça, d'un point de vue culture, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue c'est quoi exactement concrètement ce que ça a changé dans ta manière d'avancer? Anglais comme première langue, même si on n'était que des Français. Donc toute la documentation interne de l'entreprise, tout le site web, les communications investisseurs. C'est aussi commencer à participer à des salons internationaux, faire des petits tests aussi dans différentes langues pour tester les marchés. Mais donc globalement, ça veut dire aussi, niveau commercial, produit, marketing,
c'est de regarder ce qui se passe sur beaucoup d'autres marchés pour être en capacité en fait de mettre une dynamique de projet qui peut scaler facilement sur d'autres marchés. Et chez nous, c'est vrai que la plupart des business angels investisseurs qu'on a eu très très tôt nous l'ont poussé comme une best practice de cette première génération d'entrepreneurs qui avait été hyper successful à l'étranger. C'était de le faire très très tôt. Et toi, Reza, là, c'est se préparer. Vas-y, Julien, je t'en prie. C'est se préparer aussi au niveau donc mental et familial, parce que j'imagine que si Jérémy Bérébit t'a dit ça, tu as peut-être sûrement autour de toi ta famille, ton entourage, tu as dû peut-être un petit peu commencer à les briefer, à les préparer aussi eux mentalement, parce que c'est un move qui est pas que personnel. À cette époque-là et à ce moment-là, on était déjà dans une discussion sur la prise de risque de l'entrepreneur, donc c'était très tôt et je pense que on laissait planer l'idée que potentiellement ça pourrait arriver, mais c'est pas encore là que tout s'est joué. Il y avait des sujets de product market fit, il y avait des sujets de prouver sur notre marché local que notre produit délivrait de la valeur, avait le bon panier moyen. Enfin, il y avait beaucoup et Reza, je pense quand tu analyses les entreprises, je pense qu'il y a beaucoup de points de ce type qui sont importants sur la qualité de l'équipe, le fonctionnement, les process. Il y a beaucoup de sujets qui sont à réaliser avant de faire le move. Mais c'est sûr que on commence à laisser planer l'idée et quand ça se rapproche, c'est pas une surprise. Mais justement, Reza, sur cette partie-là, sur le bon moment pour partir, le product market fit, est-ce que c'est ça le trigger? Alors, je ne sais pas si c'est juste un seul trigger en fait. Donc les États-Unis représentent une opportunité de marché fantastique, comme on l'a dit, mais c'est aussi un coût très très important en fait. Et je rejoins entièrement le point de Benjamin. On peut pas y aller à moitié. On peut pas se dire tiens, je mets juste un doigt pour tester si l'eau est chaude ou pas. Faut y aller ou pas y aller. Et en fait, quand même, en arrivant, on est une entité inconnue en général dans l'écosystème américain. Donc, à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher comme première preuve de ce qu'on fait? C'est qui on est, la vision qu'on porte, mais effectivement aussi le produit qu'on a et la démonstration qu'il répond à un vrai besoin de marché. Les Américains, pour eux, c'est très important. Tu vends pas un produit, tu vends une solution. Et si le marché n'existe pas, c'est très, très dur de l'inventer. Il y a très peu d'entreprises qui, historiquement, ont réussi à créer leur marché. Donc, pouvoir arriver en disant voilà ce que j'ai, voilà ce que ça résout comme problème, voici qui peut me l'acheter, comment je l'ai vendu jusqu'à présent et comment je vais repenser la façon de le vendre, c'est des points qui sont très, très importants. Tu vends pas aux US comme tu vends en France. Les cycles sont différents, les canaux sont différents, les price points sont différents. Et effectivement, très vite, il faut se mettre dans cette mentalité pour commencer à accepter toute cette différence. Je donnais l'exemple des Israéliens. Eux, quelque part, ils n'ont pas le choix. Le marché intérieur est minuscule. Donc, s'ils ne bougent pas d'Israël, ils crèvent. Alors que le marché français est assez important pour porter les débuts d'un business où on peut se dire on a résolu tous les problèmes. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'au-delà de la France, le marché américain réfléchit et réagit très différemment. Et puis, il faut pas oublier, tu montes une super boîte en France, tu peux attirer des super talents. Aux États-Unis, c'est pas en premier les meilleurs talents qui vont venir vers toi. Et donc, être capable de les convaincre et d'aller chercher les bons talents, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, il faut des proof points autant que possible. Et on va y revenir sur tous ces points-là. Mais du coup, quand tu regardes un peu les moves qui sont faits des boîtes françaises qui partent aux États-Unis ces dernières années, elles avaient quel type de maturité? Est-ce qu'on arrive à ressortir quand même une trend de dire, voilà, on est plutôt sur des boîtes qui étaient pré-série A, post-série A, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une lecture à avoir, une tendance quand même là-dessus? Dans mon expérience directe, c'était généralement des boîtes qui étaient post-série A, parce qu'il faut quand même une certaine somme d'argent pour pouvoir se consacrer au marché américain. C'est des boîtes qui avaient un certain nombre de clients et donc de use case démontrables. Et c'était des boîtes qui avaient un début d'équipe solide pour que l'un des fondateurs se sente à l'aise à l'idée de ne plus être là.
Parce qu'il faut pas oublier que tu peux pas être aux deux endroits en même temps. Le transporteur de Star Trek n'est pas encore une réalité. Et donc, si tu es à New York ou à San Francisco, t'es pas à Paris. Et donc, faut avoir aussi une maturité d'organisation pour que, je suis sûr que Benjamin a dû vivre ça, à se dire, moi, je vais aller à New York, mais le reste de la boîte va continuer pendant que je dors et sans que je sois là au quotidien, en fait. Et donc, il faut que tu commences à avoir tous ces aspects-là. Et puis, effectivement, le premier point, pourquoi je dis post-Seria, ça coûte cher les US. Ça coûte très, très cher. Typiquement, moi, à nos boîtes, on recommande d'au moins avoir un budget de 2 millions de dollars à consacrer au début de l'aventure américaine parce que les locaux sont plus chers, les gens sont plus chers, le business est plus cher. Dans pas mal de domaines de l'enterprise, tu dois passer par des revendeurs, etc., etc. Et donc, dans tous ces cas-là, il faut que tu aies l'ensemble de ces choses qui viennent ensemble et te permettent de partir. Benjamin est un peu une exception parce que toi, tu es donc parti alors que tu étais au milieu de ton seed. Tu as réussi à faire ton coup avec à peu près 500 000 euros. Ouais. Après, il y a des objectifs bien précis pour y arriver. Donc, après, il y a des phases différentes. Il y a les marchés sont différents. Donc, nous, on avait une base de clients installée en France sur laquelle on pouvait leverager comme L'Oréal ou LVMH, où on pouvait leverager pour aller sur d'autres marchés en upsellant quelque part ces clients et commencer à construire des use cases américains avec des clients déjà existants. Donc, on a une opportunité de ce type qui s'est présenté à tel point qu'en un an, avec un faible budget, on a réussi à faire 25% de notre revenu récurrent total aux US parce que la taille des contrats, par essence, vu la taille de marché est beaucoup plus grosse et les prix sont plus élevés. Donc, ça permet de développer un business rapidement quand on arrive à avoir cette plasticité et cette flexibilité dans les ventes qui est très différente de ce qu'on connaît en Europe. Par contre, il y a des boîtes, je pense à Front, par exemple, qui est aussi un cas qui a été carrément faire son démarrage aux US ou Double, par exemple récemment avec Alice Default qui fait ça aussi, où c'est des boîtes qui démarrent aux US avant la série A parce qu'elles veulent trouver l'attraction et démontrer leur value sur un marché extrêmement compétitif. Mais qui est aussi le marché où tu as l'écosystème le plus développé, donc la capacité à scaler l'entreprise dans la foulée de manière plus forte. Donc c'est vrai que pour nous, on a décidé de faire un changement dans la dynamique de l'entreprise en s'internationalisant avant la série A, avec comme objectif de démontrer notre valeur sur le marché américain, d'être capable aussi d'avoir des clients US qui prennent le téléphone dans le cadre d'une levée de fonds pour parler aux VC américains, parce que notre ambition, c'était de dire que avoir des investisseurs basés aux États-Unis, ça te permet, c'est un gage de sécurité pour les clients potentiels, et c'est une capacité aussi à bénéficier de leur réseau pour toutes les problématiques que Reza a évoquées, le recrutement, l'installation, etc. Quand on a fait le choix de venir, on a parlé avec pas mal d'entrepreneurs qui étaient déjà installés, comme Jonathan Benamou chez PeopleDoc ou Jonathan Cherki chez Content Square. En fait, on s'est aperçu que l'équipe de démarrage, il n'y a pas forcément besoin tout de suite des 2 millions et qu'on peut faire un an. On peut pas se lancer complètement aux US avec 500K. Il faut pas non plus promettre un playbook qui fonctionne juste avec ce budget. Par contre, de se dire, si je maîtrise un certain nombre d'assets, donc si je sais faire du outbound, qui coûte beaucoup moins cher que le marketing inbound, qui coûte extrêmement cher aux US. Donc, si je sais faire de l'outbound, si je sais donc déclencher des rendez-vous et avoir un des fondateurs qui se déplace et qui est capable de vendre, donc ce qui t'évite de recruter des vendeurs qui vont coûter cher, ou un VP Sales qui va coûter très cher. On parle de certaines personnes qui peuvent coûter jusqu'à 500K par an en salaire. Donc, ça va vite. Mais il y a moyen d'avoir une approche qui est plus tactique et qui permet de démontrer aussi et d'éviter de surinvestir sur un marché sans avoir la certitude d'être pertinent et d'être capable d'avoir des clients satisfaits. Et nous, on a réussi jusqu'à présent à avoir une quinzaine de clients aux États-Unis en un an. Mais c'est parce qu'on a itéré, qu'un des fondateurs, donc pour simplifier, c'était moi, est venu ici et a remplacé en fait les vendeurs en reprenant un rôle de vendeur et allant tester le message, l'approche, le produit de manière très itérative.
Donc ça se fait. Après, c'est plus confortable de le faire avec un peu plus de budget parce que ça donne aussi le droit à l'erreur et à itérer. Et ça, c'est important. Et je voulais revenir encore sur la préparation parce que notamment de comment on choisit l'endroit où on arrive, parce que les États-Unis c'est grand, c'est 52 États, il y a plusieurs écosystèmes, il y a New York, Boston, la Silicon Valley, etc. Comment tu fais pour justement choisir le bon endroit pour se poser et pour poser ses valises? Quelles sont les questions qu'il faut se poser là aussi et comment toi t'as fait peut-être Benjamin? Je crois que tu avais participé à une Learning Expedition ou quelque chose comme ça, non? Oui, j'avais fait le programme Impact qui m'avait été recommandé aussi comme une bonne façon de tester le marché pendant 10 semaines et aussi de tester la relation. Ce que disait Reza, c'est comment l'entreprise fonctionne avec un des CEO, un des fondateurs, le CEO, donc en l'occurrence qui est pas dans les bureaux à Paris. Donc j'avais fait pendant 10 semaines. Et c'est vrai que ça m'avait permis de faire des premiers rendez-vous, d'avoir de la visibilité sur la pertinence de l'offre, de commencer à avoir du pipe. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à avoir de l'attraction. On s'est dit que ça serait trop bête en fait que ça retombe parce que je pense qu'on peut pas. Je pense que ça ne peut pas. On peut pas laisser passer l'occasion. Une fois qu'on a l'attraction qui commence, qu'on a des premiers rendez-vous, des projets. Une des leçons d'impact pour moi, c'est que le flying business, ça marche pas. C'est le coup de je fais des allers-retours, etc. Ça ne fonctionne pas. Et donc, on a décidé en juin de s'installer et je suis arrivé fin août. Donc, ça a été assez rapide dans la foulée. Et sur la bonne localisation, Reza, toi, c'est quoi ton angle d'attaque? Comment tu regardes ce sujet-là? Où est-ce qu'il faut se poser quand on va aux États-Unis? Comment on prend la décision? Comment on choisit? Écoute, il y a effectivement plein de façons de voir la chose. Moi, l'un des angles que je regarde, c'est qu'est-ce qu'on cherche par sa localisation. Est-ce que la priorité de la localisation est par rapport au client ou est-ce que la priorité de la localisation est par rapport aux partenaires, par exemple? Si aujourd'hui, tu fais une boîte dans l'infrastructure, sachant que Google, Amazon, Facebook, Microsoft sont tous sur la côte ouest et que tes partenariats vont être particulièrement importants, tu vas évoluer dans l'écosystème d'un Cisco ou d'un VMware, c'est pas déconnant d'être sur la côte ouest. Si par contre, ta première priorité, c'est des clients d'un certain profil. Tu vois, dans le cas d'ABTST que tu mentionnais, ils vendent à des grands groupes américains. Une grande partie de leurs clients sont plutôt sur la côte Est. Donc, être à New York, c'était pas déconnant puisque leur priorité, c'était plus ça que des partenariats indirects. Donc, je pense qu'il y a cet aspect qui est à regarder. Et puis après, il y a aussi, au-delà de tout, une notion de ce que tu cherches, de qualité de vie, de là où tu te sens aussi le mieux. Parce qu'au final, encore une fois, il n'y a pas de réponse parfaite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un mouvement qui était très, très fort en faveur de la côte ouest il y a quelques années, qui aujourd'hui a tendance plutôt à s'équilibrer. On voit de plus en plus d'entreprises aller se placer à New York ou à Boston, qui commencent à avoir des écosystèmes assez forts et intéressants. Donc, encore une fois, être réaliste sur ce que ta localisation géographique va t'apporter, ce que tu en cherches, et du coup, quelle est la meilleure option pour toi, en fait. Et tu es d'accord avec ce qu'a dit Benjamin sur on peut pas attaquer les États-Unis de France? Ouais, je pense que c'est très, très dur. Je pense que ce qu'il appelait le flying sale, je suis assez d'accord avec lui. Un coup, je suis là, un coup, je suis pas là. Ça marche pas vraiment. Et ça rejoint un peu le point que je voulais faire au début, qui était que c'était vraiment un investissement fort et il fallait y aller. Benjamin a donné l'exemple de Front, mais il y a aussi, par exemple, Screen dans le même état d'esprit qui carrément ont pris la petite équipe qu'ils étaient. Ils sont tous allés s'installer à San Francisco. Ils ont fait le programme Y Combinator et ils se sont dit, dès le premier jour, on va être vraiment là et vraiment américain. La localité, d'être basé sur le même lieu compte. Les Américains font beaucoup de networking de point en point et tu peux pas dire mais attendez, là je repars à Paris pour 2 semaines, je reviens dans 2 semaines. Ça marche pas vraiment ça. Donc je pense que tu peux venir une fois ou deux pour tester. Tu peux faire un programme Impact, c'est un super programme. J'ai eu la chance d'y rencontrer pas mal de boîtes, dont Akeneo, ABTST que tu mentionnais. Il y a des programmes par exemple Y Combinator à d'autres.
mais cela te donne un goût du marché américain. Et si tu as envie de faire le pari, il faut sauter le pas et venir s'installer. Et c'est une mauvaise idée est-ce qu'il y a des boîtes qui s'installent ailleurs que dans les 3 hubs dont on a parlé là, Silicon Valley, New York, Boston? Il y a Austin en ce moment qui est un peu chaud. Vas-y, Julien. Ouais, il y a Austin, mais enfin, je pense que le Covid, ça a fait bouger vachement les lignes. Là, moi, je vois plein de gens qui déménagent ou qui choisissent des localisations qui sont mieux pour leur vie perso. Parce que culturellement, les US, c'est quand même un marché qui est très remote. Très vite, on se retrouve avec des gens côte ouest, côte est, qui sont à Chicago ou qui font du Midwest ou au Canada. Donc maintenant, je vois des entrepreneurs qui sont à Montréal, en Floride, et plus forcément à New York. En termes de cost, c'est un impact énorme. San Francisco et New York, c'est les villes, je pense, les plus chères des US en termes de salaire, de bureaux, etc. Mais on parle de x2 ou x3. C'est par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres villes. Donc c'est vrai que il y a des gens qui choisissent d'aller sur d'autres régions. J'ai rencontré un entrepreneur français qui sont basés à Philadelphie, qui ont des équipes en North Carolina, qui ont des hubs commerciaux à Atlanta, etc. Donc, globalement, on voit que les gens cherchent de moins en moins en fait à être forcément localisés et vont reprendre une vie plus remote avec beaucoup de travel qui est très très américain. Enfin, moi, je trouvais ici que des gens qui postulent sur les postes qu'on recrute actuellement sont tout à fait prêts à avoir 50% de voyage dans leur rôle, et ça fait partie de la culture américaine. Donc les Français qui s'installent vont choisir vont avoir plus de choix pour démarrer aux US. Après, un des trucs qui joue quand même beaucoup, je reviens toujours sur ce point du management des équipes en France et de l'entreprise en France et de la relation avec le reste des collaborateurs. Les 9 heures ou les 6 heures de décalage, c'est pas le même management. New York, ça se gère vraiment très facilement, puisque en gros, on attaque les journées, il est midi en France. Là où San Francisco, 9 heures de décalage, je l'ai fait un petit peu et c'est plus compliqué à gérer. Donc, en fonction des types d'équipes et de la relation qu'on doit encore avoir avec les équipes en France, ça va rentrer quand même vachement dans la balance au moment du choix. Bon, et pour la petite il y avait blague, un autre exemple intéressant, c'était Rachel Delacour avec Bime Analytics, qui en fait était allée s'installer dans le Kansas. Parce que ce qu'elle voulait aux États-Unis, c'était de monter une équipe d'inside sales pour vendre sa solution à distance. Et quand tu vends au téléphone, t'as pas besoin d'être ni à New York ni à San Francisco. Elle avait fait un choix d'un endroit qui était à faible coût et où elle pouvait trouver du talent sans avoir d'autres boîtes de high-tech en concurrence pour ce talent. Et donc, du coup, elle a réussi à très, très bien monter le business et s'est fait ensuite racheter par Zendesk. Bon, et puis ce que tu me disais par chat, c'est qu'il y a 50 choix et pas 52 choix. J'ai dit 52 États, donc désolé pour ça. L'Alaska, c'est un peu dur aussi. C'est dur d'aller se mettre là-bas. Donc il y a du choix, mais il y en a pas 52. Le sujet là que vous dites depuis, enfin ça fait 2-3 fois que vous en parlez, c'est le fait il faut qu'il y en ait un, enfin. En gros, si je résume ce que vous avez dit, c'est quand on va aux États-Unis, il faut faire all-in. Il y a pas beaucoup d'autres options. On peut pas gérer de France, et il faut qu'il y ait un founder qui parte. C'est forcément le founder. Comment on fait pour choisir? C'est forcément le founder business qui part, forcément le CEO, forcément. C'est quoi un peu les tendances et ce que vous pensez là-dessus? Pour moi, les États-Unis, c'est une opportunité de développement business exceptionnel. Donc, je pense toujours que c'est celui qui a la plus grande capacité à démarrer une activité commerciale ici qui va pouvoir justifier l'avancée aux États-Unis. C'est-à-dire que ce qui va driver un succès aux États-Unis, ça reste quand même le business développé. À mon avis, donc oui, je recommande, en tout cas dans notre cas, c'est ce qu'on a fait, c'est le founder qui est le plus commercial qui va après. Toutes les équipes de founders n'ont pas un commercial parmi elles. Il y en a certaines qui sont plus produits techniques.
ça se fait aussi, mais c'est une personne qui devra sûrement recruter quelqu'un business avec eux dans un des premiers recrutements en fait aux US pour pouvoir démarrer l'activité. Donc ça engendrera un coût qui est un petit peu plus fort. Mais s'il y a l'opportunité d'avoir un des founders qui est vraiment orienté vente, qui peut arriver aux US, faire beaucoup de networking, être capable de monter une machine commerciale petite, mais qui délivre du résultat, qui justifie derrière un modèle qui pour un nouvel investissement ou pour faire grossir l'activité, je pense que c'est ce qui fait le plus de sens. Julien, tu voulais parler tout à l'heure des sacrifices personnels du CEO qui partait. C'était quoi ce que tu voulais? Oui, ouais, tout à fait. C'est comme tu disais, c'est un all-in. On peut pas se dire why not les USA, quoi. En fait, vraiment, il faut y aller. Et donc, effectivement, si on y va et qu'on s'installe, en fonction de l'organisation de vie et la famille avec laquelle on vit, à un moment donné, ça va changer beaucoup de choses, un certain confort. Si on a donc justement, si on a un partenaire de vie, on doit partir normalement avec. Et puis si on a des enfants, c'est pareil. Et donc tout ça, c'est compliqué. Des enfants qui ne connaissent pas les États-Unis, qui doivent s'adapter, c'est compliqué. Déjà que c'est déjà compliqué de bouger d'une ville à une autre en France. Et c'est vu par beaucoup comme un sacrifice. Là, aux États-Unis, ça l'est encore plus. C'est ce que vous identifiez comme un des points clés, cette réussite justement d'installer sa vie perso et de gérer cette partie perso, Reza, là, sur les boîtes que t'as accompagnées. Ouais, je pense que c'est très important. En fait, tu arrives déjà dans un environnement business qu'en général tu ne connais pas. C'est dur de mener des guerres sur plusieurs fronts. Donc, il faut au moins que dans ton environnement perso et dans ton setup, tu sois à l'aise pour pouvoir ensuite te consacrer pleinement à l'aventure entrepreneuriale. Benjamin a tout à fait raison quand il dit que tu vas être constamment en train de vendre ton projet, vendre ton entreprise, vendre ce que tu as et faire du networking. Ça demande une énergie très importante. Ça demande une attention constante. Et donc, si par ailleurs, tu es aussi obligé de te batailler au quotidien pour d'autres choses, ça marche pas. Et c'est ta vie, c'est par exemple aussi le réajustement du salaire au coût de la vie américaine pour que tu sois pas en train de te serrer la ceinture et manger des pâtes tout le temps. Et ça fait partie de l'investissement que tu dois faire. Donc si tu es en famille, c'est un projet pour toute la famille d'aller s'installer là-bas. C'est pas juste l'entrepreneur qui y va et puis qui même me suivent en fait. Donc il faut vraiment avoir en tête cet environnement complet, quoi. Et Benjamin, t'as fait comment du coup pour craquer ce sujet qui est clé? Comment t'as fait pour te simplifier la vie ou pas? Tu vas nous dire? Globalement, j'ai la chance que ma femme en fait vienne donc soit commerçante, donc quelque part entreprendre aussi et ses propres boutiques et pris des risques et vienne d'une famille qui prend des risques et qui m'a toujours poussé. On a balancé en fait le risque sur sa carrière professionnelle à un moment donné et aussi ce qu'on avait envie comme vie personnelle, l'éducation des enfants. Donc nous, à l'époque on avait 2 petites filles. Maintenant j'ai 3 enfants, mais au moment du choix on avait 2 petites filles. Donc c'est pas anecdotique aussi à ce niveau-là. C'est changer de vie, une nouvelle langue, etc. Donc on a décidé de lancer parce que il y avait une opportunité qui était claire. On avait le soutien aussi de nos investisseurs d'un point de vue financier en termes de rémunération. Reza a raison, c'est un sujet. Il faut le traiter, mais le cadre était bon. Et puis on a choisi aussi New York parce que il y a une communauté d'entrepreneurs français qui est installée sur place et successful, qui est déjà très présente, qui se serre les coudes et qui aide beaucoup. Donc c'est vrai que ça a permis de créer des liens, de voir du monde, de s'intégrer plus facilement, de trouver la bonne école. Donc ça a accéléré beaucoup de choses en fait. Beaucoup de complexités ont été simplifiées par ce réseau de Français qui naturellement en fait aide, prend le temps, prend un café, fait un call. Quand on est venu avec ma femme pour voir les écoles, on a été reçus à dîner pour des petits déjeuners, etc., pour parler de tous ces sujets-là. Ça rassure beaucoup. Et je pense que ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire, Reza qui a plus d'expérience, mais je pense qu'il y a 10 ans aux US, c'était pas le cas d'avoir ce type
de réseau. Et là, il y a vraiment de plus en plus en fait de Français qui sont là, et puis même d'Américains qui aident, parce qu'ils sont très très ouverts à ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout à New York. Mais c'est vrai que là, pour nous, ça a été vraiment très 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 simple. C'est quoi ta lecture, Reza, là, de l'écosystème des entrepreneurs français là, dans les hubs dont on a parlé, New York, Boston, Silicon Valley? Ça ressemble à quoi? Ça a évolué comment? C'est quoi un peu ce que t'en ressors, ce que tu ressors de tout ça? Écoute, moi, j'en ressors une opinion super positive. Et effectivement, Benjamin a raison, ça a énormément évolué ces dernières années. Quand je suis arrivé aux États-Unis il y a 20 ans, il n'y avait pas vraiment de réseau entrepreneurial français qui se soutenait. L'écosystème français, généralement, avait une image plutôt négative auprès de l'écosystème américain, pour une variété de raisons qui étaient plus liées à des perceptions négatives qu'autre chose. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Il y a eu de plus en plus d'entrepreneurs qui sont arrivés. Il y a eu des entrepreneurs très successful et qui ont quelque part adopté la méthode américaine du give forward, qui ont commencé à effectivement accueillir les nouveaux, prendre un café avec eux, leur donner un conseil, partager leur expérience. Et puis, au fur et à mesure de ça, l'écosystème américain aussi en a pris note. Aujourd'hui, quelqu'un qui débarque, il y a des écosystèmes French Tech dans toutes les grandes villes américaines. Il y a eu non seulement le mouvement de l'État pour soutenir cette initiative, mais surtout et avant tout des entrepreneurs locaux, des gens de la société civile locale qui ont pris les rênes de monter ces projets dans chacune de leurs communautés. Que tu regardes San Francisco, LA, Boston, New York, et maintenant on a des nouvelles à Houston, Miami. Tu te rends compte que c'est des gens qui se sont rendus compte que l'union fait la force, et c'est pas parce que je t'aide que ça me coûte quelque chose, et c'est pas parce que je te donne un conseil que ça va enlever de mon propre succès. Et au contraire, soutenons-nous et faisons en sorte que l'écosystème soit globalement plus fort. Et les gens qui ont été successful ont été capables de réinvestir dans une nouvelle génération d'entrepreneurs, de donner du temps et du conseil, et donc contribuer en fait un peu à cette machine qui fait qu'aujourd'hui, c'est franchement très très différent. Quelqu'un qui débarque n'est pas seul en fait. Ouais, je pense qu'effectivement c'est hyper important. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu vous en avez parlé tout à l'heure, du split des équipes entre finalement la partie qui restait en France et la partie aux US. Qu'est-ce que vous voyez un peu se mettre en place comme modèle? Je prends l'exemple d'Algolia, mais il y en a plein d'autres qui ont gardé la partie technique en France et la partie sales marketing aux US. Comment ça s'est passé chez toi, Benjamin? Nous, on avait un marché local qui était intéressant. Il y a quand même des grands leaders, notamment dans le secteur des cosmétiques, du luxe, qui sont nos verticales, disons, clés, qui représentent plus de 60% du revenu chez nous, qui sont en France. Donc nous, on a gardé une équipe commerciale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait monter un VP Sales IMEA que j'ai pris le temps de former, de faire de la transition, et vraiment qui a pris le relais, qui est mon bras droit aujourd'hui sur le business, sur la partie Europe, puisque on a maintenant beaucoup de traction en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que c'était important d'avoir quelqu'un qui puisse prendre le relais, sans distraire en fait mes deux cofondateurs de la partie produit et technologie qui est clé. C'est-à-dire qu'on veut les garder dans un environnement de vélocité où ils ont un relais qui permet de supporter. Donc nous, on a gardé les deux. Par contre, les US, c'est un bureau qui est que commercial et marketing, où on a recruté une VP Customer Success, notre CMO aux États-Unis, pour aussi avoir une volonté d'internationaliser l'entreprise. Donc avec dans notre board maintenant 4 personnes qui sont basées aux US et 3 qui sont basées en Europe. Donc c'est notre VP Finance également qui est ici. Donc pour nous, il y a une vraie volonté d'avoir quand même le transitionner au maximum des équipes aux US, mais de garder une organisation qui est transverse avec des collaborateurs dans différents pays en fait qui travaillent ensemble sur des projets. Donc l'équipe Customer Success, c'est la même équipe entre les US et l'Europe, avec le même VP qui chapeaute les deux équipes, par exemple. Donc, on n'a pas fait une coupure en disant j'ai un bureau de R&D en France et toutes les ventes, c'est
c'est aux US, c'est ce qu'il faut. Je pense que l'Europe, c'est un marché qui est pour l'enterprise software qui reste important, où il y a moyen de développer quand même du business et il y a plein de boîtes super successful. Donc, dans notre secteur, en tout cas, ça faisait sens de garder une équipe complète en Europe et de développer un bureau plutôt business/leadership aux US. Comment tu fais, Reza, pour regarder ce sujet-là aussi, et quels conseils tu peux donner aux boîtes là qui doivent se poser ces questions-là? Écoute, c'est à peu près ce que vient d'écrire Benjamin. C'est-à-dire que généralement, l'Europe, si tu regardes dans la construction de ta boîte, il y a un pool de talents quand même exceptionnel. On a un système éducatif en France qui est vraiment, vraiment top, qui produit des ingénieurs de très grande qualité. D'ailleurs, si tu regardes les grosses boîtes américaines, les Google, Facebook et Apple, tu vois des promotions complètes d'écoles d'ingénieurs français qui ont été débauchés et emmenés là-bas. Donc, je pense que c'est un très bon vivier. Il y a une culture du travail qui est différente des États-Unis, en tout cas par rapport à la Silicon Valley, où les gens restent beaucoup plus attachés à l'entreprise que ce que tu vois dans la Silicon Valley. Donc, il y a quand même énormément d'avantages à garder ton équipe de R&D là. Après, effectivement, en fonction de ce que tu fais, moi j'ai des boîtes dans l'enterprise software qui ont besoin d'avoir des ingénieurs terrain pour aider et accompagner les clients. Donc ça, faut embaucher aux États-Unis, qui ont besoin de support technique 24/7. Donc ça aussi, il faut embaucher aux États-Unis, qu'il n'y ait pas de problème de barrière de langue, de barrière culturelle. Donc il faut ensuite bâtir l'équipe aux besoins aux États-Unis. Et généralement, effectivement, ça reste principalement des bureaux de présence commerciale et de force commerciale de go-to-market. Donc, ne pas du tout négliger le marketing parce qu'encore une fois, le système de messaging et positioning américain est très différent de la France. C'est rare d'avoir un directeur marketing qui, depuis Paris, puisse piloter des campagnes marketing aux États-Unis. Ça marche rarement, ça. Et donc, c'est ce que tu vois. Si tu regardes, tu citais Algolia, mais tu peux regarder Talend, tu peux regarder Evalua, plein d'autres boîtes françaises qui ont été très successful aux US. Tu retrouves à peu près cette pattern et qui d'ailleurs est généralement la pattern des boîtes israéliennes aussi. Et comment tu fais pour gérer tout ça? Julien, tu voulais dire un mot, excuse-moi. Ouais, c'était parce qu'on parle de choses qui, bon, on va dire quelque part qui sont un peu opérationnelles, mais comment on gère la culture entre justement deux pays donc qui sont culturellement différents, et comment on crée une propre culture à l'intérieur de cette entreprise qui finalement est située sur deux pays différents. Enfin, il y a la question de la culture, elle est centrale dans les startups, justement, quand on va en hypercroissance. C'est ce qui lie tout le monde. Comment on fait pour gérer ça? Écoute, ça passe, moi je le vois dans les boîtes, ça passe déjà par la langue. Benjamin disait au début, tu utilises l'anglais. Effectivement, tu fais en sorte que personne ne se sente à l'extérieur d'une communication, directe ou indirecte. Et donc, du coup, tu t'assures de ça. Et puis après, il faut que tu saches créer quelles sont les valeurs de ton entreprise et les partager. Et c'est pas parce que tu embauches un commercial américain que tu vas pas voir si cette personne adhère aux valeurs de l'entreprise telles que tu aimerais les construire et les partager. Donc, faut pas juste prendre quelqu'un parce qu'il est là. Faut vraiment veiller à ça. Et le problème reste d'ailleurs dans l'autre sens. Quand les boîtes américaines où je bossais commençaient à s'étendre en Europe et ouvrir des bureaux, tu avais exactement la même problématique. Donc, il y a un morceau qu'a écrit un de mes entrepreneurs, Frédéric Play, qui est le patron de plateforme.sh, qui lui, en fait, n'a pas de bureau du tout. Donc, lui, depuis le début, il a construit une équipe complètement distribuée. Il a plus d'100 d'employés dans plusieurs pays dans le monde. Et il explique que il faut que tu fasses très attention à partager les valeurs, la communication, et donc tu dois faire des efforts supplémentaires là-dessus pour t'assurer que la boîte parte pas dans 15 directions. Et du coup, t'en parlais un petit peu là. Tu disais la partie recrutement, et t'en as parlé un petit peu plus tôt aussi dans la discussion. Comment on fait pour recruter les talents sur place? Parce que je crois que c'est toi qui l'as dit, Reza. Les talents, attendent pas les boîtes françaises pour postuler. Donc c'est quoi un peu les conseils pour recruter les bons? Écoute, moi je dirais qu'il y a une espèce de sélection adverse. Donc le premier mec qui vient vers toi, c'est que peut-être qu'il n'est pas très bon et qu'il va falloir apprendre à dire non. Je pense que ça passe beaucoup par le networking, beaucoup par la communication autour de soi, être très clair sur ce qu'on cherche, apprendre des autres.
Moi, j'ai vu mes entrepreneurs passer beaucoup de temps dans leur écosystème pour comprendre quels sont les codes, quels sont les critères, demander conseil à des gens qui l'avaient fait avant. Et l'autre point franchement important, c'est de te rendre compte quand tu as fait une erreur et très, très vite te séparer de la personne. Parce qu'en fait, un mauvais recrutement peut coûter très très cher en termes de déstabilisation du reste de l'équipe. Et donc, ne pas prendre les premières personnes, savoir vraiment chercher, quitte à être un peu sous-staffé au début, et puis surtout, si tu as fait une erreur, savoir la corriger vite. Je pense que c'est vraiment très important. Il faut aussi avoir un détecteur à bullshit aux États-Unis parce qu'ils sont super bons pour se vendre, quoi. C'est ce que tu attends d'un bon vendeur, qui sache se vendre quand même. Donc, c'est très, très important. Et tu sais, les Américains utilisent beaucoup de back channel. C'est-à-dire que très souvent, tu vas te faire contacter par des gens qui ont remarqué que ton chemin avait pu croiser celle de quelqu'un d'autre et qui vont te demander des références confidentiellement. Et il faut savoir aussi apprendre à les décoder. Si quelqu'un te répond en te disant « j'ai pas de commentaire », c'est que c'est vraiment mauvais, quoi. Et donc, du coup, faut absolument pas hésiter à faire ça. Faut absolument pas hésiter à parler autour de soi et de chercher des références sur les gens que tu es en train de voir pour un recrutement. Benjamin, là, vos recrutements, c'était quoi un peu les erreurs que tu as faites ou les choses bien que tu as faites? Ouais, si tu veux, j'ai recruté, j'ai licencié, disons plutôt 50% de mes recrutements aux US sur la première année. Donc, autant te dire que ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour plusieurs raisons. Les bonnes façons, c'est de penser que un sales ou un recrutement américain va évoluer par lui-même et va créer son cadre non. Il faut arriver avec des process très très précis, très organisés. C'est souvent des exécutants hors pair, très très performants. Mais par contre, il faut que ça soit rodé, calé, qu'ils aient tout à disposition pour pouvoir exécuter au niveau qui est attendu. Donc nous, ça nous a demandé de travailler très très fort sur la documentation de nos process, sur nos outils, pour être en capacité de répondre aux attentes des collaborateurs qui ont l'habitude de travailler avec dans d'autres startups avec des stacks d'outils et des process qui sont extrêmement rodés. C'est rarement des gens qui vont vous construire le playbook ou qui vont réfléchir, à part si vous prenez des gens très très haut niveau, mais qui vont construire le playbook ou qui vont faire ça. Donc les process et la précision du poste et la précision des objectifs, c'est fondamental. Le deuxième truc, c'est de mettre en situation. Nous, au départ, on faisait des entretiens où il y avait juste, pour un sales, pour rester sur cet objectif, une démo ou des choses comme ça. Là, on a commencé à faire des vrais cas, des vraies mises en situation de 2 heures où ils doivent vraiment préparer des présentations complètes, nous pitcher sur des cas d'entreprise qu'on a, nous, rencontrés commercialement, donc où on connaît la situation, donc qu'ils fassent toute la recherche, etc. Donc, ils doivent nous démontrer réellement ce qu'ils savent faire, comment ils utilisent les outils, les next steps, comment ils drivent le process. Donc, on les met in situ sur tous les postes. Donc, sur chaque poste, de SDR à marketing à finance, on a développé des cas concrets pour les voir en situation, pour éviter le bullshit. Parce qu'une fois qu'ils sont devant et qu'ils doivent démontrer, on en a plein qui ne viennent pas à l'entretien parce qu'ils n'ont pas envie de passer du temps à montrer, ou il y en a qui arrivent et qui passent, qui avaient fait des impressions. Vraiment, moi je me rappelle sur des grilles on a des grilles d'évaluation, de scoring des candidats en fonction de ce qui est attendu pour pouvoir évaluer à plusieurs personnes sur des critères un peu concrets les collaborateurs. Et des personnes qui avaient des 5 sur 5 sur les premiers entretiens et qui arrivent au cas concret. Et là, on est surpris, quoi, pour être poli, parce que c'est cata. Et en fait, les mecs ont bien lu les blogs et connaissent le lingo à sortir pendant l'entretien, mais dès qu'il faut exécuter, démontrer, là, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient moins d'expérience. Donc, vraiment mettre des cas concrets et évaluer très précisément dans le process de recrutement. Et le dernier point, c'est payer. Il faut donner le bon package. Pas chercher. Alors, ça ressemble à quoi là, un cas concret là de chez toi là à New York? Un sales à New York, c'est 125 de fixe, 125 de variable pour à peu près $1 million de target. C'est standard. Et après, il y a toute la partie
assurance et mutuelle, etc., santé, qui va rentrer en jeu, les conditions de travail, etc. Mais les packages, essayer de jouer en dessous. Sachant qu'on est une boîte française qui vient d'arriver, qui a pas de réputation, qui est pas reconnue sur le marché, ou qui n'a pas levé avec un des top tier 1 fonds américains qui leur donne la crédibilité. Je pense que jouer à la baisse les salaires ou essayer de mégoter 5K, 10K sur un base, c'est contre-productif. Le deuxième truc, c'est passer par des chasseurs de tête qui ont le réseau et qui vont vous donner la crédibilité. Nous, le gros changement sur les postes d'AE et de C-level qu'on a recrutés, c'est qu'au moment où on est passé par des chasseurs qui étaient référencés sur le marché, ils nous ont légitimisés en fait en tant qu'entreprise. Ils nous ont donné du poids parce qu'ils ont leur historique de recrutement et de placement et de sélection d'entreprises quelque part, qui a donné à Simplified un système de qualité qui a vachement joué en notre faveur et qui nous a permis d'accélérer les recrutements. Et ce qui est bien, c'est que on parlait d'AB Tested tout à l'heure, de Siebel Angel, de Botify, de toutes ces boîtes de New York, on utilise beaucoup les mêmes personnes parce qu'ils savent travailler, ils connaissent l'histoire et ce qu'il faut raconter à un candidat quand on présente une start-up française. Ils commencent à être rodés. Nous, c'est vrai qu'on utilise souvent les mêmes personnes, mais parce que ça fonctionne et ça permet de construire des équipes. La rapidité, tant dans le recrutement que dans le licenciement, si on fait une erreur, hein, et je comprends ce que dit Reza, mais la rapidité, la vélocité, ici c'est fondamental. C'est vraiment fondamental, et d'essayer de faire des réductions de coûts de bout de chandelle sur ces sujets-là. Je pense que c'est une vraie grosse erreur à éviter, parce que sur le moyen terme, le people, c'est ce qui va faire le succès ou l'échec du projet. En tout cas, c'est ce que je pense, et c'est ce qui a fonctionné dans notre cas. C'est la même chose sur la côte ouest, Reza, même niveau de salaire et même les mêmes sources, sourcing, l'importance d'avoir ces chasseurs de tête qui sont bien référencés et quali. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, San Francisco et New York, c'est la même chose en termes de coûts. Et effectivement, faut pas chercher à mégoter. Les Américains, surtout les bons commerciaux, sont très coin-operated. Donc, ça sert à rien du tout. Ce que tu grattes là, tu le perds par ailleurs, et de façon bien plus importante, en fait. L'avantage du système américain, c'est que si ça marche pas, tu peux te débarrasser de la personne assez rapidement. Donc, par contre, faut vraiment bien monitorer. Moi, quand je bossais pour des boîtes américaines, le commercial pouvait rater son chiffre un trimestre, pas deux. Et c'était généralement la sanction était assez rapide et ça faisait partie des règles du jeu, en fait. Donc, faut vraiment bien avoir ça en tête et se rendre compte que les gens sont plus chers et les bons sont encore plus chers. Et d'ailleurs, pareil, souvent dans une culture française, alors ça change beaucoup, hein, donc je dis pas ça négativement, mais il n'y avait pas cette notion de donner des stock options à tous les salariés en France, ou pas, en tout cas pas tout de suite. Dans la culture américaine, c'est très important, y compris les gens à la réception ou au standard. Tout le monde a des stock options et ça fait partie du jeu américain, en fait. Et est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu disais au début, Reza, sur finalement, tu arrives aux États-Unis, tu as recruté, donc t'as ton équipe qui est en place, etc. Et tu disais un petit peu tout à l'heure que finalement, il fallait repartir un peu de zéro sur son produit, sur sa go-to-market, sur ses process d'acquisition, sur éventuellement peut-être les business models, je sais pas, tu vas me dire. Mais globalement, on repart un peu de zéro sur ça. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pourquoi on repart de zéro et pourquoi faut se réinventer un peu sur cette partie go-to-market? Ouais, écoute, il y a une fonction que tu trouves dans quasiment toutes les boîtes américaines qui s'appelle le product marketing, qui était très rare il y a quelques années en France et que tu commences à voir apparaître. Et pour les Américains, tu vends pas une technologie. Moi, je caricature souvent en disant que un entrepreneur européen typiquement commence à te parler de sa technologie et de à quel point elle est compliquée et sympa. Un entrepreneur américain va te parler du problème qu'il résout. Et si tu veux, ça c'est vraiment une différence dans le message. Et si tu regardes, ça se reflète partout. Sur le site web d'une boîte américaine, tu vas regarder leur datasheet, tu regardes leur webinar. Il y a vraiment la mise en avant d'abord de la solution, du problème que ça résout, de ce que le client va en tirer. Et après,
Si tu es intéressé, je vais te parler de la technologie ou de comment je le fais. Et ça, c'est un changement de mindset assez important. Et donc, il faut vraiment avoir présent à l'esprit que pour le marché américain, il faut que tu démontres que tu résous un vrai problème et un problème important pour que je puisse être prêt à payer pour. Ensuite, si je suis intéressé, je vais te demander de me prouver que ce que tu dis est vrai. Je vais vouloir cette preuve par tes références clients, je vais vouloir cette preuve par ta technologie ou l'information sur ta technologie. Et ça, c'est un gros changement dans la façon qu'ont les gens pour vendre ce qu'ils ont à vendre entre l'Europe et les États-Unis. Vous êtes reparti de zéro aussi, Benjamin, sur la go-to-market? Ouais, moi je dis toujours que on a reconstruit Simplifield en venant ici. C'est une nouvelle boîte. C'est déjà juridiquement c'est un autre droit et c'est une autre structure juridique. Donc tous les contrats, toutes les négos ont été à repenser. Au niveau de la sécurité, de l'IT, des demandes de SLA, on est sur des demandes aussi qui sont très différentes de ce qu'on peut voir en Europe. Au niveau du marketing, moi j'adore parce que j'ai recruté toute notre équipe marketing en fait et aux US. Donc, notre CMO et notre Dimension sont ici justement pour avoir cette culture du marketing qui se répand sur l'ensemble des équipes, que ce soit produits, sales et autres. Le système de vente change. On vend pas. Enfin, la maturité du prospect est différente. Les attentes sont différentes. Il y a une attente de service aussi qui est très forte, de support qui est très forte. Les cycles de vente sont différents. Le prix est différent. On facture soit il y en a qui facturent plus cher, soit il y en a qui facturent moins cher, mais qui se compensent sur du volume. Ça dépend, mais il y a un changement de prix, il y a un changement et ça se teste et ça s'itère et c'est long à trouver. C'est un marché aussi où il n'y a pas de pause ou très peu. Il y a la semaine du 4 juillet, il y a Thanksgiving, mais en gros, c'est quand même un marché où ça travaille en août, ça travaille en juillet. Il n'y a pas de creux comme moi j'ai pu le connaître en Europe. Donc on a vraiment tout reconstruit, le messaging, le pitch, les supports commerciaux, la valeur, le pain point et même la façon dont on calcule le ROI pour le client a changé. Donc c'est pour te dire que et je recoupe avec l'importance d'avoir un fondateur qui vient faire ce travail-là, parce que la seule personne pour moi dans une entreprise qui est capable d'encaisser le volume et la rapidité d'itération pour réussir à faire ces changements à la vitesse nécessaire pour que ça fonctionne, c'est le fondateur. J'ai beaucoup de mal à croire que une personne qui serait embauchée à distance puisse comprendre, encaisser et faire ce travail parce que tu dois le faire très très rapidement. Nous, c'est quelque chose qui a été fait entre mars 2018 et janvier 2019. C'est très dur, c'est pénible parce que tu dois aussi renoncer à des choses, des besoins que tu identifies sur le marché français, des tendances, mais en fait qui vont pas du tout se révéler être pertinentes à plus large échelle. Et aussi, tu prends conscience que le marché français est un marché très très fort, très très culturellement fort et très très spécifique, qui est très difficilement exportable dans son jus et qui nécessite aussi de se reposer des bonnes questions pour pouvoir scaler sur même d'autres zones dans la foulée. Et nous, quand je te disais qu'on se développe beaucoup en Europe, on utilise plutôt les méthodes américaines sur les autres pays européens ou sur le Moyen-Orient que ce qu'on a mis en place en France. Je comprends. Et on dit souvent que les fondateurs de startups doivent avoir une grosse learning curve. Par contre, dans tout ce que tu racontes là, j'ai l'impression que ça suffit pas en fait d'avoir une grosse learning curve. Ce que je veux dire, c'est obligatoirement c'est les autres qui doivent t'apporter. Et lors de la préparation, tu as dit une phrase qui était super intéressante. Tu as dit, selon les personnes que tu rencontres, par exemple avec Ilan, tu avais parlé que 2 heures de meeting peut te faire gagner 3 ans de learning curve. Donc de nouveau, on revient au réseau, mais est-ce que tu pourrais commenter un petit peu cette phrase que tu nous avais dit parce que moi, vraiment, je suis bluffé par waouh, tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qu'il y a à adapter. Comment tu fais ça tout seul? Enfin, en tout cas, c'est compliqué. On parle d'Ilan Abessaïra, hein, qui est à New York, qui est sur Willow actuellement. Ouais, exactement. Et donc Ilan, c'est un bon exemple, mais j'en ai cité d'autres. Hein, et
la réalité, c'est que ce genre de personnes, c'est des gens qui ont une quinzaine d'années d'expérience sur le marché, qui ont monté plusieurs boîtes, qui ont fait des exits, qui ont connu les problématiques que je viens d'évoquer. Ils les ont fait, ils les ont refait, ils ont refait. C'est des gens qui savent vous recruter, qui savent vous prendre les bureaux, qui savent quel avocat il faut aller voir, qui savent quel visa il faut faire, qui savent comment faire évoluer, tester son produit, qui savent vous faire les 2 bonnes intros qui vont vous permettre d'avoir les rendez-vous inespérés qu'on aurait mis des mois et des mois à avoir. C'est des gens qui vont ouvrir la porte. C'est le give forward que décrivait Reza tout à l'heure, qui s'applique à plein, mais qui permet en fait d'éviter les erreurs, tout simplement. Par exemple, quand j'ai voulu faire mon budget pour l'année 1 aux US, j'ai reçu 3 budgets d'autres entrepreneurs qui m'ont donné exactement les coûts de l'école, les loyers, les coûts de recrutement, les timings pour le faire, le bon moment pour le faire, etc. Et qui m'a dit bon là on avait prévu ça a merdé, là ça a délivré, etc. Le temps de préparer ces choses-là, c'est extrêmement long. D'apprendre par soi-même, c'est extrêmement long. Et la réalité du terrain, c'est de se confronter et de se challenger au maximum de personnes. Donc, de temps en temps, on va entendre des choses. Il ne faut pas penser que tous les feedbacks, c'est que du positif. On prend du feedback, ça va dans les 2 sens. Mais dans tous les cas, ça fait extrêmement progresser. Ilan est un peu emblématique ici pour la tech, puisque ça fait très longtemps qu'il est sur New York avant que ça devienne un hub tech, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres qui le font volontiers et qui permettent de gagner un temps fou opérationnellement, mais aussi pour nous faire progresser en tant qu'entrepreneur, et vraiment de se poser les bonnes questions difficiles, mais qui sont nécessaires pour être successful aux États-Unis. Et toi, Reza, j'imagine ça fait donc plus de 20 ans que tu es là-bas aux États-Unis, tu dois avoir un réseau de malades. Et justement, comment tu fais quand tu aides Plateforme SH, à BTT, à Kenéo sur ces questions, rencontrer les bonnes personnes pour avoir une accélération de learning curve? Écoute, c'est ce que disait Benjamin. En fait, je pense que dans l'ensemble, faut pas avoir peur de chercher à s'entourer. Faut pas avoir peur de chercher à avoir du feedback et des conseils. Et après, c'est ton rôle de faire le tri dans tout ce que tu as dit. Mais les Américains ont beaucoup de facilité à la mise en relation. Et un des trucs que j'aime beaucoup, c'est que s'ils peuvent pas t'aider, ils te le disent tout de suite. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que ils veulent pas te faire perdre leur temps à toi ni à eux-mêmes. Donc, tu pinges quelqu'un, tu lui dis un tel vient d'arriver, il cherche tel genre de profil. Le type, il te dit oui ou non. La nana, elle accepte le café ou pas. Et en fait, il faut vraiment revoir un peu ces codes. Il n'y a pas cette notion de attends, je vais demander à mon assistante de nous trouver un café pour dans un mois. Les gens répondent assez simplement et rapidement et s'attendent à la même chose de l'autre côté d'ailleurs. Donc, il faut aussi que l'entrepreneur se mette dans le code américain et joue avec les mêmes jeux. Parce que moi, si je te demande un service, il faut que je sois capable de répondre de la même façon quand tu vas m'en demander un. Et c'est pas une question de réciprocité obligatoire, c'est vraiment cette culture du give forward. Et donc, ça passe beaucoup par ça. Et puis, comme tout, tu vas prendre des refus, tu vas prendre des non, et puis tu vas prendre des oui. Et c'est vraiment une équipe autour. Il faut vraiment pas avoir peur d'être en permanence en train de parler de ton projet autour de toi. Ça, c'est une autre chose que j'avais remarqué, c'est que les entrepreneurs, et pas que français, européens en général, quand ils arrivaient, qu'ils montaient un projet, ils étaient super secrets dessus. Alors que l'Américain, il arrive au barbecue, le premier truc qu'il te dit, c'est « voilà mon projet, voilà ce que je cherche à faire, voilà qui je cherche ». Parce qu'ils ont vraiment incorporé cette notion que l'exécution battra toujours la stratégie. Et donc, tu peux avoir l'idée la plus géniale, si tu n'es pas capable d'exécuter dessus, ça va pas marcher. Et exécuter, c'est pas juste toi tout seul contre le reste du monde, en fait. Mais donc, le barbecue est important. Il faut trouver des barbecues. En Californie, très important, le barbecue. C'est très important. Et il y a la différence entre la France, on fait un déjeuner, versus aux États-Unis, on boit des cafés. Et donc, il faut boire des cafés, quoi. Il faut quand même tenir le choc. Il faut boire beaucoup de café. Non, je voulais juste rebondir un peu sur tout ce qu'on avait dit, parce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, c'est que c'est un engagement total quand tu décides de partir aux États-Unis. On a parlé de all-in tout à l'heure, avec un fondateur qui part aux États-Unis, avec une culture qui est différente, avec une go-to-market qu'il faut réinventer, etc. Moi, je me posais la question, Reza, est-ce que
si ça marche, quand ça marche pas, parce que tu as dû en voir des projets qui marchaient pas, est-ce qu'il faut s'acharner? Est-ce qu'on peut revenir en France? De toute façon, il y a pas de chemin inverse, il y a pas de retour en arrière possible. Non, je pense qu'il y a toujours un retour en arrière possible. Si vraiment c'est le mauvais fit, c'est la mauvaise chose, tu repars. Ça sert à rien de continuer à saigner financièrement et ton énergie aussi, hein, parce que je pense que l'énergie est mise à mal, quitte à réessayer dans un deuxième temps s'il le faut, ou te concentrer sur d'autres marchés. Les Américains même, c'est les rois du pivot. Un business model marche pas, un truc marche pas, ils sont capables de rebondir, de se dire bon ça c'est pas grave, je l'oublie et je vais passer à autre chose. Et en fait, le truc aussi qui est très intéressant dans le marché américain, c'est qu'on te pardonnera toujours un échec tant que tu es capable d'en apprendre et de changer les choses. Il y a vraiment une culture du fail fast et quelles sont les leçons que tu en as apprises. Moi, ça m'avait été l'énorme électrochoc quand j'étais arrivé au tout début aux États-Unis, où au bout de 3 mois, la boîte qui m'avait embauché à distance a fait faillite et a fermé ses portes. On s'est tous retrouvés virés. Et moi, j'avais une belle lettre de l'immigration qui me disait que j'avais 30 jours pour quitter le territoire américain. Je lui ai dit, je vais quand même tenter ma chance, essayer de retrouver un job. À l'époque, il fallait envoyer des fax avec ton CV. Je t'allais acheter un fax, j'avais fait ça. Et la première question que les gens me demandaient, c'est qu'est-ce que tu as appris de l'échec de la boîte? C'était pas mon Dieu, vous avez échoué. Non, qu'est-ce que tu as appris? Et j'ai pu avoir la chance de retrouver un job hyper rapidement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une autre force de l'écosystème américain. J'avais une autre question aussi qu'on a abordé un petit peu quand Benjamin dit finalement je suis allé pré-série A aux États-Unis parce que je voulais lever auprès d'investisseurs américains. Comment tu regardes aussi ce sujet, Reza, est-ce que c'est important d'avoir des investisseurs US ou en tout cas connectés à l'écosystème US et en quoi c'est important? Parce que pour réagir, il y a Akeneo qui a levé avec Summit Partner, qui est quand même un gros fonds, quoi. Ils ont un nombre d'exits assez impressionnant. Ouais. Et d'après ce qui est publiquement révélé sur Dealroom, il y a 46 millions qui a été levé. Donc c'est intéressant de voir comment on appréhende ça, comment on s'y prend, quels sont les objectifs à atteindre pour justement séduire un VC américain. Écoute, les VC anglo-saxons plus généralement qui arrivent comme ça en late stage, mais même l'équivalent est vrai en France des VC late stage. Ils s'attendent à voir la next step et de voir l'exit potentiel et comment ils pourraient avoir leur retour comme tout. Je pense qu'une fois que tu es dans l'aventure aux États-Unis, si tes premiers investisseurs étaient tous européens, c'est quand même pas mal d'avoir des investisseurs qui ne le sont pas, qui peuvent t'apporter autre chose. Pour moi, si tu veux, au-delà de la nationalité, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque tour, tu puisses mettre du monde autour de la table qui représente quelque chose de nouveau pour toi. Qui peut soit t'ouvrir de nouvelles portes, partager une nouvelle expérience, te faire rencontrer de nouvelles personnes. Parce que si tu voulais juste de l'argent, y a des banques pour ça, quoi. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est ça. Et puis, si tu es aux États-Unis, ta capacité à aller aussi convaincre des investisseurs américains est une autre preuve de la croissance et de la maturité de ta boîte, de ta capacité à attirer de nouveaux clients, de nouvelles embauches. Et c'est sur le chemin de ta croissance. Donc, encore une fois, c'est vraiment, pour moi, une étape de plus, une milestone de plus pour montrer que tu es vraiment une boîte internationale avec des ambitions internationales. Benjamin, pourquoi pour vous c'était un point important d'avoir ces investisseurs américains autour de vous? C'est pour tout ce qui est pas argent en fait, parce qu'effectivement l'argent on peut le trouver en Europe, surtout à notre niveau. Nous, je rappelle, c'était un tour de 11 millions de dollars, donc c'est pas des montants qui font peur aux investisseurs européens, loin de là. Mais par contre pour tout le reste, c'était clé, c'est-à-dire que rassurer nos prospects sur notre stabilité, le fait qu'on est pérenne sur le marché américain avec un fonds américain, on n'a plus la question. Recruter des talents, quand on compite sur des talents, avoir un fonds américain, c'est un atout clé. Être capable d'avoir les bons chasseurs de tête, les bons relais, les bons avocats, c'est grâce à eux qu'on a en fait tout ce référentiel. Le réseau client d'entrepreneurs aussi américains. Moi, j'ai rencontré. On parle beaucoup du réseau d'entrepreneurs français, mais c'est vrai qu'un fonds américain, ça permet aussi de commencer à se créer un réseau d'entrepreneurs américains et donc d'apprendre avec des gens qui ont monté des business ici, qui ont des cultures différentes, qui font des business qui font 80, 100, plus de millions d'ARR, donc des boîtes qui sont beaucoup plus grosses, mais de pouvoir se créer ce réseau-là et toujours pareil, d'engager la conversation, de présenter ses idées, de se faire challenger.
moi, j'apprends beaucoup aussi à titre personnel et c'est une de mes grosses motivations. J'aime bien progresser, apprendre et je suis assez curieux. Donc, c'est extraordinaire d'avoir accès à ça. Et après, d'un point de vue plus au niveau de l'entreprise, pour moi, il y a aussi cette capacité à avoir une vision du marché américain du private equity et d'avoir en fait cette expérience du SaaS qui est top. Mais ça, c'est vrai pour les fonds qui sont installés, que ce soit américains ou non, mais qui sont installés aux US, qui ont ce réseau-là. C'est un vrai atout pour des opérations futures parce qu'ils ont un réseau, parce qu'ils te donnent de la visibilité, parce qu'ils t'ouvrent des portes. Donc, pouvoir travailler avec des VC qui sont installés aux États-Unis, c'est un atout aussi de ce côté-là pour la suite des projets de financement de l'entreprise. Parce que le marché américain de l'equity, après ça, je m'avance sur le terrain de Reza, mais ça reste quand même le marché le plus important, là où il y a le plus de capitaux. Donc c'est aussi une vraie chance de pouvoir accéder à ça et de rentrer dans des dynamiques un peu différentes pour l'évolution de l'entreprise. Merci Benjamin, super intéressant. On arrive à la fin de l'interview. Là, j'ai encore 2-3 questions pour finir. Reza, je me posais la question, si toi, c'est quoi les success stories des boîtes françaises qui sont parties aux États-Unis dans le sens qui ont très bien réussi ce move-là, les 2-3 exemples que tu gardes en tête, est-ce qu'elles ont fait mieux que les autres? Si on doit en garder une ou deux, tu citerais quoi? Écoute, moi je citerai les boîtes qui sont allées jusqu'au bout, qui ont fait une IPO sur le Nasdaq, donc Criteo, une superbe aventure de Jean-Baptiste Trudel et de son équipe, Talend, pareil, Bertrand Diard a mené la boîte à très bon port, je dirais. Alors historiquement, il y avait aussi évidemment Business Objects bien avant, mais plus récemment, moi je regarde des boîtes comme Evalua, comme Algolia, qui sont des très bons exemples de très belle technologie française, très bon entrepreneuriat français, qui sont installés aux États-Unis, qui ont su développer un marché très important, qui aujourd'hui sont encore privés, mais qui sont en très bonne voie de toute l'information publique que tu peux dénicher. Yes, c'est clair. Et Benjamin, de ton côté, si tu dois retenir, je sais pas, peut-être le meilleur conseil que tu as reçu qu'on t'ait donné qui s'est avéré décisif là dans le move de Simplified aux US et que tu pourrais partager, ça serait quoi? Tu garderais quoi en tête? C'est que faut pas avoir peur. C'est un peu bête, mais c'est Jonathan Benamou qui m'a dit ça à la fin de le programme d'incubation d'Impact. Qui me disait, tu as un début de traction, il y a un move à faire, tu as 6 semaines pour le faire, pour être là en gros à la rentrée des classes pour pouvoir développer le business. Il n'y a rien de grave de tester, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque personnel, il n'y a pas de risque. Tu peux planter, tu peux réussir. Par contre, il y a une opportunité et elle se représente pas 10 fois. Ce marché américain, il y a quand même des temps pour différentes technologies, différentes entreprises. C'est un marché qui va très vite, qui innove beaucoup, où il y a beaucoup de compétition. Donc, quand il y a une opportunité, faut pas avoir peur de la saisir. C'est pas grave si ça se passe pas bien. Par contre, c'est frustrant de se dire qu'on peut passer à côté de quelque chose. Donc, il faut y aller. Tout est cadré, tout est mappé. Vraiment. C'est une expérience qui est incroyable et qui ouvre beaucoup de portes. Bien travailler sur la relation avec ses équipes en France, mais je pense que vraiment ne pas avoir peur le risque est minime. Je pense qu'on en fait beaucoup alors que c'est pas si complexe que ça a pu l'être il y a 15 ans, par exemple. Top. Eh ben, écoute, Reza, Benjamin, un grand merci. J'étais très content de faire une dernière question. Ah, vas-y. Alors, qui est primordial. Je t'en prie. Benjamin, c'est laquelle ton équipe de basket préférée aux États-Unis? Et pareil pour Reza. Giant, c'est les Knicks. C'est les Knicks? C'est les Knicks. Je suis un grand fan des Knicks et ils sont bien tout pourris depuis que je suis arrivé. Donc, ça me permet d'avoir des places pas trop chères au Madison Square Garden, mais à part ça, c'est un peu tout. Le prochain batch de start-up français, tu essaieras de nous aider à organiser un petit match là-bas. Ça ne coûtera pas cher, donc les investisseurs ne leur en voudront pas. Et toi, Reza, est-ce que tes baskets? Nous, c'est les équipes locales, donc c'est les Warriors forcément. Ah ouais. Et en foot, les Raiders. Mais ouais. tu sais, ils étaient mauvais pendant très longtemps. Hein.
Ils étaient mauvais pendant très longtemps, c'est vrai. Foot, j'avais des season tickets des Raiders quand ils étaient quasiment derniers de classe. Ouais. Ça, là, New York, les Giants, on rêve pas non plus, quoi. C'était pas la meilleure année. Reza a peut-être des possibilités de tickets aux Warriors. C'est un peu plus cher. Bon, on en reparlera à l'occasion. Ouais, écoutez, messieurs, un grand merci d'avoir fait ce premier épisode hors série avec nous. Reza, Benjamin, donc encore un grand merci. Et puis merci Julien, à vous. Julien, c'était aussi un plaisir de t'avoir à bord aujourd'hui. Donc, c'est génial. Très content. Et puis, on fait ça quand tu veux. Et ben, on va refaire ça très vite alors. Écoutez, merci à tous et puis à très bientôt. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci Reza. Merci Benjamin. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point, si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite.